Comment optimiser les données générées par une entreprise en interne? Et d'ailleurs, peut-on toujours les optimiser? Pour en discuter, Bruno Collin de Return on Data est mon invité ce matin sur French Web. Bonjour Bruno Collin. Bonjour French Web. Vous êtes consultant chez Return on Data, un cabinet de conseil spécialisé dans la data, dans la donnée. Et finalement d'ailleurs, aujourd'hui, tout le monde nous explique que les entreprises, elles créent des données qui sont exploitables, qui peuvent être source de valeur. Mais justement, comment optimiser ces données en interne? Très bonne question. En fait, quand on parle de données dans une entreprise, on parle de beaucoup de choses. C'est un terme qui est devenu complètement générique. En fait, je pense qu'il faut dissocier deux choses. Ce qui peut être trace numérique, parce que nous vivons dans un monde numérique où tout type d'information, tout type d'utilisation d'appareils génère une trace. Et donc, il ne faut pas confondre une trace avec un signal, c'est-à-dire une trace qui apporte une certaine valeur à l'entreprise et donc qui est transformée en data que l'on va pouvoir utiliser par la suite. Qui correspond à un historique? Qui correspond à un historique, qui correspond à un mouvement, qui correspond à une utilisation d'appareils, qui correspond à quelque chose que l'on a fait en utilisant justement un appareil numérique, un appareil digital qui laisse cette fameuse trace. Et justement, quelle est la différence par rapport au signal que vous avez évoqué il y a quelques secondes? Une trace peut être par exemple une information générique qui sort d'un smartphone par exemple. Mais par contre, derrière cette information, derrière cette trace, il n'y a pas forcément un signal. Un signal, c'est je suis allé d'un endroit à un autre, j'ai émis tel avis. Et donc ça peut être utilisable parce que c'est source d'un comportement. Par contre, une trace telle qu'elle n'est pas forcément utilisable. Et c'est là le grand enjeu de la data, c'est comment séparer le grain de livret, comment trier ce qui est une pure trace avec laquelle on ne va pas faire grand-chose, et un signal même faible, mais qui va être porteur d'informations et avec lequel je vais pouvoir travailler. Et alors justement, intéressons-nous aux signaux, justement. Aujourd'hui, ça veut dire quoi optimiser ces données, justement ces signaux-là? Quand on regarde la masse d'informations générées actuellement, c'est effrayant. On lit quelques statistiques et on se rend compte que si on regarde depuis l'aube de l'humanité jusqu'en 2013, on a généré un certain nombre de volumes de données. Aujourd'hui, on génère ce même volume en 2 jours. Ce qui veut dire que la donnée, elle est là, elle est présente, elle est énorme. Et donc, comment faire? Parce que le numérique est présent aujourd'hui. Parce que le numérique est présent, parce qu'on vit dans un univers d'hyperconnexion. Le numérique est là, donc on génère des monceaux d'informations. Donc, comment faire pour 1, la stocker, 2, la comprendre et 3, l'utiliser. Et là est le challenge. Donc, le vrai challenge, c'est comment, dès que ma donnée est générée, comment je fais pour la stocker et est-ce que je dois tout stocker ou uniquement stocker justement le signal qui va m'être intéressant et utilisable. Et justement, alors vous parliez des données utilisables parce que derrière ce qui se cache derrière ça, c'est ce qu'on appelle la valorisation des données. C'est quelque chose qui ressort tout le temps, c'est créer des valeurs à partir de données. Mais justement, est-ce que toutes les données peuvent être valorisées aujourd'hui ou est-ce qu'il y a des données clairement qui ne servent à rien? Vaste sujet. En fait, on se rend compte que la donnée, même pas nécessairement porteuse de sens à part entière, peut générer quand même un certain nombre de valeurs. Je prends un exemple, par exemple sur les véhicules connectés. Les véhicules connectés génèrent de l'information. Cette information, on peut se dire à quoi ça sert? Peut-être pas à grand-chose. Eh bien si, on va peut-être imaginer un système qui va nous permettre d'analyser cette donnée, de voir la manière dont le conducteur utilise son véhicule pour justement lui donner en rétroaction des conseils pour optimiser sa batterie, pour optimiser son déplacement. Donc tout type d'information peut être utilisable. Le problème avec le marché de la donnée, c'est qu'on a eu la donnée avant d'avoir son utilisation, alors que précédemment, dans un monde non numérique, on imaginait d'abord un service et on voyait ensuite comment le construire. Là, on a fait la démarche inverse, c'est-à-dire qu'on a la donnée, mais on n'a pas le service. Donc tout l'art maintenant du marketing et tout l'art de l'entreprise, c'est quel service je peux créer en fonction de cette donnée qui existe. Et alors là, c'est intéressant comme point, parce qu'on parle toujours du secteur marketing qui a été effectivement l'un des premiers à utiliser les données. Alors on parle du ciblage publicitaire, on ne va pas revenir dessus, mais finalement dans une entreprise, même de petite taille, on crée des données qui peuvent être utilisées en interne, par exemple pour améliorer sa relation client, ses services commerciaux. Justement, comment les utiliser, comment faire quand on est une entreprise, qu'on se dit je veux utiliser mes données, mais je ne sais pas comment faire? La première chose à faire, et c'est un peu la manière dont j'aborde le sujet avec mes clients, c'est on fait un état des lieux. D'abord, on regarde l'ADN de l'entreprise. Quelle est sa fonction primaire? Est-ce que c'est une fonction de produit? Est-ce que c'est une fonction de service? Est-ce que c'est une fonction commerciale? Est-ce que c'est une fonction marketing? Et en fonction de cet ADN, on va voir quelles sont les données à sa disposition en interne ou quelles sont les données qui peuvent être à sa disposition en externe. Parce qu'il y a aussi le phénomène de ce qu'on appelle de l'open data, c'est-à-dire de la donnée non nécessairement propriétaire de l'entreprise. Mais qui est ouverte. Mais qui est ouverte, c'est-à-dire qui est accessible, qui est mise à la disposition
disposition par le gouvernement, par un ministère, par une entreprise, et donc que je vais pouvoir utiliser à mes besoins. Donc la première chose, c'est avant d'y aller franco de port et de se lancer tête bêche ou tête perdue dans cette aventure de la donnée. État des lieux. État des lieux, on regarde, on fait le point et on dit finalement, est-ce que ça peut me servir? Et si ça peut me servir alors après, comment on fait? Et si ça peut me servir, ensuite il faut savoir, ok, quelle est la source de données qui est intéressante? Comment est-ce que j'y ai accès? Est-ce qu'elle m'est propriétaire ou pas? Si elle n'est pas propriétaire, la question à se poser, c'est est-ce que j'ai droit de l'utiliser? Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Parce qu'on se rend compte, et ça, on a vu tout un phénomène de commercialisation de la donnée qui n'était peut-être pas commercialisable avec ces fameuses CGU, avec ces fameuses conditions que l'on générales d'utilisation. Générales d'utilisation. Et donc, les entreprises stockent de la donnée et peuvent avoir tendance à essayer de la revendre pour en faire un business additionnel. Et justement, Bruno Collin, c'est exactement la question que j'allais vous poser. Aujourd'hui, où une entreprise qui génère des données doit fixer des garde-fous concrètement? Effectivement, vous parliez, parfois les clients renseignent des informations dans un formulaire en ligne, coche la petite case CGU, conditions générales d'utilisation, sans les lire comme à peu près tout le monde. Et finalement, on se rend compte que les données vont être vendues. Et est-ce que faire ça... Alors l'entreprise à court terme qui fait ça, elle peut se dire je vais gagner de l'argent, un petit complément. Mais de l'autre côté, si le client apprend ça, et aujourd'hui on sait que les internautes sont de plus en plus vigilants depuis 2-3 ans avec toutes les révélations d'espionnage, etc. et de marchandisation de la donnée, justement, aujourd'hui, est-ce que ça peut être contre-productif pour l'entreprise de faire ça, dans certains cas? Ça peut être tout à fait contre-productif parce qu'en fait, il y a différents phénomènes qui existent. Quand on parle, là on parle un peu de big data, quand on parle de big data, il y a deux aspects. Il y a l'aspect visible, l'aspect on va dire brillant et l'aspect dark, c'est-à-dire l'aspect big brother du big data. Et le consommateur, le citoyen est de plus en plus sensible à ce genre de choses. Parce que s'il se place dans la peau du consommateur, il se dit la marque que j'aime, que j'utilise, a peut-être de l'information sur moi, donc elle va pouvoir, avec cette information que je lui donne, mieux me parler et mettre à disposition des services, des produits qui m'intéressent. Par contre, toute l'utilisation parallèle de ces données, c'est-à-dire pour d'autres entreprises, là, il peut y avoir un retour de flamme monstrueux parce que de plus en plus, les consommateurs sont avertis de ce genre de choses, le signal assez facilement à la CNIL, donc Commission nationale informatique et liberté, qui est très vigilante sur ce genre d'aspect et qui va revenir vers l'entreprise et qui va lui dire halte là, gros penalty, arrêtez de faire ce genre de choses. Ou l'autre effet, direct avec l'entreprise, si jamais le consommateur arrive à tracer la source de fuite de ces données, va boycotter complètement l'entreprise. Et on se rend compte qu'un business à court terme qui paraît juteux sur la mise à disposition ou sur la revente d'informations, en fait, peut avoir un effet ultra nocif. Contre-efficace, quoi, en fait. Ouais, contre-efficace à l'entreprise qui peut se faire blacklister, blackbouler. Parce que finalement, même si parfois, avec tout le jargon juridique qu'on retrouve dans les conditions générales d'utilisation, la revente parfois peut être légale, parce qu'officiellement l'utilisateur a cliqué, mais finalement en matière de retour de consommateur et de colère que ça peut provoquer, il y a effectivement une prise de risque et parfois il faut être conscient effectivement qu'il y a des bornes à pas dépasser même si c'est légal. Tout à fait, il faut savoir que le législateur travaille beaucoup là-dessus, c'est ce qu'on appelle le consentement explicite et donc Bruxelles travaille sur cette législation pour justement clarifier ce qu'est ce consentement explicite, pour forcer entre guillemets les entreprises à expliquer de façon très détaillée quelle est la limite et le champ d'utilisation des données que l'utilisateur peut laisser via un questionnaire, via un screening, via quelque chose qu'il a déposé à l'entreprise. Donc quitte à le faire cocher finalement des cases supplémentaires en disant j'accepte ou je n'accepte pas que les données soient transmises à des partenaires ou je sais pas quoi. Tout à fait, sachant que les partenaires doivent être nominativement listés, l'usage de ces partenaires doit être nominativement décrit et donc tout ça doit être bien précisé. Mais la législation y travaille et ça va venir très prochainement. Parce que finalement l'un des risques c'est que les entreprises ne considèrent leurs clients que comme des consommateurs qui génèrent effectivement des données qui sont utilisables pour créer des nouveaux produits, mais oublient de l'autre côté que ce sont aussi des citoyens qui ont des droits et des devoirs et que parmi leurs droits, c'est que les données qu'ils génèrent doivent respecter la loi en matière d'échange et de transmission par exemple. Tout à fait. Il faut savoir que le monde digital a enlevé la frontière entre le public et le privé, entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Et donc là, quand on travaille en journée au sein d'une entreprise avec toutes ses prérogatives, avec tous ses besoins, tous ses acquis et tout ce que l'on va faire avec de la donnée, le soir on redevient citoyen et le soir on va avoir accès à plein de choses, à de la connaissance, à de la musique, à un certain nombre d'applications et on va utiliser également de la donnée. Donc il est important d'arriver à faire le pas, la frontière entre les deux parce que ce n'est pas un continuum extrême la donnée, mais il faut savoir
qualifié, là je suis dans un monde professionnel, là je suis dans un monde civil, citoyen, où est-ce que je mets la barrière et comment est-ce que je travaille avec cet environnement. Qui dans l'entreprise doit s'occuper de ça justement? Ça doit être un service juridique forcément, un service marketing aussi qui va expliquer la transparence? Non, c'est une très bonne question. En fait, on se rend compte que cette utilisation de la data génère également, on va dire, une nouvelle organisation, une nouvelle manière de réfléchir dans l'entreprise. Parce que jusqu'à présent, la donnée était, on va dire, informatique. Et donc l'informaticien se sentait en charge du stockage de l'information. Le juridique n'y prêtait pas attention, le commercial pas beaucoup et le marketing non plus. En fait, c'est un problème d'entreprise qui doit être pris en charge par la direction générale d'une entreprise et qui doit mettre en place, on va dire, un groupe de fonctionnement qui mêle à la fois le technique, qui mêle à la fois le juridique, qui mêle à la fois le commercial. Donc on a vu des Chief Data Officer une nouvelle appellation d'un nouveau métier qui existe, mais ce Chief Data Officer doit être en fait le lien entre toutes les fonctions vitales de l'entreprise parce que toutes les fonctions sont concernées. Et alors aujourd'hui, il y a effectivement cette partie-là qui est toute la partie humaine finalement, mais aujourd'hui dans le secteur de la donnée et qui touche quasiment toutes les entreprises, aujourd'hui il y a aussi des algorithmes, des machines apprenantes comme on dit, des nouveaux mots effectivement qui sortent ou du moins qui se font connaître depuis quelques années. Finalement aujourd'hui, comment faire cette séparation entre d'un côté ce qui relève de la partie purement algorithmique de la partie humaine? La partie algorithmique, en fait, est la partie nécessaire à l'interprétation et à l'utilisation de données. Donc, il y en a beaucoup trop, il y en a énormément, pas beaucoup trop, mais il y en a énormément. Et donc, il faut un moment qu'une machine fasse le tri et commence à travailler ces données pour la rendre utile quelque part. Et donc, généralement, ces algorithmes sont développés par des personnes qui mettent leur propre intelligence. Donc, quelque part, l'algorithme, il va refléter l'intelligence de la personne qui l'a développé, du concepteur, même si la machine est ce qu'on appelle auto-apprenante, c'est-à-dire qu'elle est capable d'elle-même de réajuster ses paramètres. Mais la machine ne va pas reconstruire des scénarios nouveaux. Elle va travailler sur les scénarios qui ont déjà été travaillés. Donc en fait, sur cette utilisation de l'algorithmique, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut être certain que tous les scénarios qui ont été mis dans cette utilisation sont vraiment pertinents et les revoir au fur et à mesure pour en greffer d'autres. Donc la machine ne va jamais d'elle-même prendre une initiative et nous créer un nouveau monde. Ça n'existe pas. Ça a été une lubie, mais la machine, pour l'instant, n'a pas encore d'intuition. Et donc là est la limite. La limite est on peut réajuster en cours de process un certain nombre de paramètres, mais il faut de toute façon revoir derrière la mécanique en permanence pour voir si la machine s'adapte bien à ce qui a été créé. Et toujours garder la main et un œil. Et toujours garder la main, parce que ça c'est un point important, c'est la notion du temps dans l'utilisation de la donnée. Parce que jusqu'à présent, le marketing classique, on va dire, prenait le temps. On avait des cycles de vie de fidélisation, on avait un certain nombre de choses qui étaient, on va dire, à échelle humaine. Maintenant, l'information va très très vite. On fait par exemple du RTB, du real-time bidding, où la machine, en un millionième de seconde, est capable de faire des offres, des enchères sur ce genre de choses. Donc on a l'impression qu'il faut aller... Dans le secteur de la publicité. Dans le secteur de la publicité. Donc on a l'impression qu'il faut aller aussi vite que la machine. Non, la machine va vite parce qu'elle va vous préparer des scénarios, mais il faut savoir breaker, c'est-à-dire il faut savoir prendre le temps. Ce n'est pas parce que la donnée va très vite que nos décisions doivent aller aussi vite. Donc il est important de conserver une échelle humaine dans cette relation à la donnée. Merci Bruno Collin de Return on Data ce matin sur French Web.